Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette 366e rencontre Vlil. Et ce soir, on a donc la chance de recevoir à nouveau Jean-Marcel R. pour son roman La loi de la tartine beurrée aux éditions Bûcher-Chastel qui est sorti le 6 février dernier. Vous le voyez ici, la tartine beurrée est là, écrasant l'être humain, peut-être dans son plusieurs personnes, en tout cas un couple dont on va parler longuement, les époux Godard. Alors déjà, ma première question, Jean-Marcel, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver parce que vous avez une plume si différente des autres et vous maniez l'humour tout en maniant aussi la satire sociale avec une acuité extrêmement forte. Ma première question, Jean-Marcel, êtes-vous fou? C'est une excellente première question. Euh, alors, évidemment, un fou ne peut pas s'auto-analyser cette discussion, de tirer les conclusions. Je serais d'ailleurs très intéressé par votre verdict, votre diagnostic à la fin. Vous me direz si vous avez l'impression que je suis fou ou pas. Dans ma vie quotidienne, j'ai pas l'impression. Dans mes romans, en tout cas, je me laisse davantage aller. Oui. Justement, cette volonté de se laisser aller dans les romans, en effet, on a l'impression que dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas peut-être aussi satirique, pas aussi piquant, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais justement, cette différence entre les deux personnages, entre les deux analyses de la société, comment vous analysez ça finalement? Ben, disons, pour l'écriture, c'est un espace de liberté extraordinaire pour les gens qui écrivent. Après, on écrit pour des raisons différentes. Pour ma motivation pour écrire étant de justement exercer la liberté la plus grande possible et éprouver, ramener les mots, inventer les personnages à partir des histoires. J'essaie d'utiliser cette liberté au maximum. Donc voilà pourquoi, dans la vie quotidienne, cette liberté, on ne peut pas l'exercer comme on voudrait. On doit respecter des cadres, on doit respecter des autorités, des lois, des habitudes. L'écriture permet de s'affranchir de tout ça. Et je pense que c'est ce que j'essaie de vivre au maximum, c'est-à-dire la plus parfaite liberté dans les cadres que je m'invente moi-même. À partir du moment où on s'invente soi-même le cadre, tout est possible. D'où les deux personnages qu'on a tous finalement. On a tous une vie sociale et un comportement social qui est souvent un rôle que l'on joue. Et puis on a tous l'imaginaire qui nous permet d'exercer notre liberté. Et moi, cet imaginaire, je le canalise dans l'écriture. Voilà. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que finalement, j'aimerais savoir par quel prisme vous avez commencé l'écriture. Est-ce la notion de couple, qui est très importante dans le roman? Est-ce la vengeance? Est-ce les emmerdements? Est-ce la loi de la tartine beurrée? Finalement, il y a beaucoup de cases par lesquelles on pourrait faire votre entrée dans ce roman-là. J'aimerais bien savoir par quoi vous avez débuté. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure burlesque? Ah, c'est une longue histoire parce que ce roman a d'abord été une pièce de théâtre. Donc pour M'étonne pas. voilà, c'est-à-dire que c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite il y a âge, Alors, Jean-Marcel, je suis le désolé, ça a couple coupé. qui ah, ça a coupé. Ouais. Là, vous m'entendez? C'est bon, c'est bon. C'est bon là? Ouais. Et relié à nouveau. Je disais, c'était d'abord une pièce de théâtre qui s'appelait L'intrus, puisqu'un des personnages de cette histoire s'introduit chez ses voisins, et etc. Et L'intrus a été une pièce de théâtre que j'ai essayé de monter, que j'ai essayé de proposer d'abord à un éditeur, mais je n'ai pas réussi à le faire éditer. Et ensuite, parce que mon éditeur, Bûcher-Chastel, ne publie pas de pièces de théâtre, il y a très très peu d'éditions théâtrales en France. Ma première pièce avait été publiée par une maison d'édition qui s'appelle L'Œil du Prince. C'est la librairie théâtrale à Paris, la plus vieille librairie parisienne d'ailleurs, qui publie des pièces de théâtre. Mais entre-temps, l'éditeur avait changé, ma deuxième pièce ne l'a pas intéressé, donc cette pièce, je n'ai pas réussi à la publier, pas réussi à la monter non plus. Très difficile de monter des pièces, très difficile faire, de faire lire des metteurs en scène, de faire lire des directeurs de théâtre. Et comme je n'aime pas gâcher, je me suis dit, au bout de quelques années, cette pièce est dommage, elle sert à rien, eh bien, reprends-la et transforme-la, enrichis-la et fais-en un roman. Donc c'est pour ça que cette pièce est devenue un roman sous un autre titre, puisque La tartine beurrée
n'existait pas dans la première version, dans la version théâtrale. Il n'y avait pas de tartine. Et c'est maintenant que le roman est sorti, un directeur de théâtre l'a lu et m'a demandé s'il pouvait l'adapter pour le théâtre. Donc on revient en fait, la boucle est bouclée, on revient au théâtre. Et alors je lui ai dit ben, que ce n'était pas un souci puisque la pièce existait déjà. Je l'avais déjà écrite, elle avait servi de base au roman. Donc ça va devenir une pièce de théâtre à nouveau. La loi de la tartine beurrée sous cet angle. Après, par quoi est-ce que j'ai commencé? Un peu comme tout ce que j'écris, c'est-à-dire que le plaisir, la liberté dont je parlais, c'est de partir dans des histoires sans avoir de plan préétabli. Et donc je ne sais jamais quel est le déclencheur d'une histoire. Je pars toujours d'une première scène. Ici, c'était l'idée d'un couple qui se réveille après une nuit de pendaison de crémaillère, une grosse fête chez eux, qui se réveillent dans un appartement, qui sont déboussolés par leur soirée, qui ont des souvenirs très très confus, et ce couple va se retrouver aux prises avec des événements improbables comme la livraison d'objets commandés en rafale toute la matinée, et l'intervention d'un plombier appelé en urgence alors qu'il n'y a pas de problème de plomberie chez eux. Et c'était ça l'idée de départ. C'était l'idée d'une pièce de théâtre dans laquelle la scène allait être encombrée d'objets et comment un couple allait faire face à ce déferlement de l'extérieur finalement dans leur intérieur et essayer de comprendre d'où peut venir cette agression de l'extérieur. Je ne savais pas du tout où ça allait me mener, je ne savais pas du tout quels autres personnages allaient intervenir. Et comme toujours, je me laisse guider par mes personnages, par mon histoire. Je suis le premier surpris, le premier spectateur. Et c'est là qu'est la source de plaisir la plus importante, c'est de découvrir où mes personnages vont me mener. Et vous voyez, la tartine beurrée n'était pas prévue du tout au départ. D'une tartine de beurre qui s'est imposée à mon esprit. Alors d'où ça peut venir, c'est très mystérieux. Et simplement, ça, je ne cherche pas vraiment à savoir d'où viennent ces idées. Je n'ai pas envie en réalité de le découvrir. Ce qui m'intéresse, c'est de les mettre en pratique et de voir jusqu'où elles peuvent me mener. Voilà. Très bien, alors c'est un petit peu coupé à la fin, mais je pense qu'on a entendu l'idée principale. Alors justement, ces époux, les époux Godard, et c'est Godard avec un T, Jean-Luc Godard, pour éviter évidemment la confusion avec Godard avec un D. C'est un personnage surprenant, là aussi. Anna et Jean-Luc Godard. Vous appelez constamment d'ailleurs le personnage JL, peut-être en parallélisme avec le JM de votre pseudonyme. Euh, J'aimerais vraiment savoir pourquoi vous avez choisi ces deux personnages-là, leur univers. Vous critiquez un petit peu leur appartement, vous critiquez leurs petites habitudes. Au-delà du couple dont on parlera tout à l'heure, mais d'abord, vous établissez aussi un cadre socio-professionnel avec deux psys, un couple de psys, ce qui rajoute clairement à l'intrigue, en tout cas intellectuelle, psychologique, psychique du roman, parce que évidemment, ce n'est pas qu'un roman drôle, c'est bien au-delà. Mais j'aimerais vraiment savoir comment vous avez composé Anna et Jean-Luc Godard dans leur relation entre eux, mais surtout aussi à travers la société. Est-ce qu'il y avait un couple, entre guillemets, que vous visiez particulièrement, ou ça représentait une société, une frange de société un peu plus vaste? Au début du rose au lecteur, de donner à ces deux personnages l'identité qu'ils souhaitent, le physique qu'ils souhaitent, l'âge qu'ils souhaitent, parce que finalement, peu importe, ces personnages, je pense, et j'espère que tout le monde peut s'identifier à eux. Ce qui m'intéressait, c'est qu'ils soient tous les deux euh, psychiatres ou psychologues d'utilité ou l'idée des biais cognitifs, c'est-à-dire ces perceptions nos perceptions sont altérées par des éléments culturels, des éléments de notre éducation qu'on appelle des biais et qui font qu'on sélectionne notamment dans la réalité qui nous entoure ce que l'on veut y voir et on refuse de voir autre chose. On
refuse de sortir de nos habitudes. Et ce que je voulais, c'était questionner ces biais, c'est m'amuser avec eux, faire en sorte que ces deux personnages soient obligés de sortir d'eux-mêmes, sortir de leurs habitudes, sortir du chemin confortable dans lequel ils vivent. Ils vivent dans un appartement qui reflète un milieu professionnel et un milieu social aisé. Ce sont des gens qui n'ont pas de difficultés particulières dans la vie. Et lorsqu'on n'a pas de difficultés particulières, on vit dans le confort, eh bien, on a la possibilité et le temps de se regarder, de s'interroger, et parfois, et puis beaucoup de se mentir à soi-même dès que l'on s'interroge sur soi. Et donc, c'est ce qui m'intéressait ici, c'était de réfléchir à se regarder en face. C'était ça l'idée du choix des deux personnages. Après, qui s'appelle Jean-Luc Godard et Anna, pour référence à Anna Karina, la compagne de Jean-Luc Godard à l'époque, de la Nouvelle Vague, n'a pas grande importance, c'était plus un clin d'œil, un jeu pour moi, pour jouer sur bien qu'il n'est pas reconnu dans le monde de la psychiatrie et dans le monde des ouvrages psychologiques comme il le souhaiterait. Donc il y a un complexe d'infériorité chez cet homme qui se manifeste dans cette lettre qui le sépare de Jean-Luc Godard avec un D. Voilà. Et justement, Jean-Luc Godard, avec un T, a écrit un livre qui s'appelle Les emmerdes ne volent pas forcément en escadrille, issu de la citation de Jacques Chirac, qui est magnifique épigraphe d'ailleurs, pour lequel vous vous adressez à vous-même plusieurs fois. J'ai trouvé ça une fois de plus encore bien joué de votre part. C'est aussi un personnage qui a écrit et qui finalement une sorte de mise en abîme de lui-même ou de son livre en tout cas. On a l'impression que tout se retourne contre lui alors qu'il a écrit un livre en la matière. Ça aussi, c'est extrêmement surprenant. Vous vouliez aussi que les êtres se regardent entre eux, mais se regardent également, regardent en tout cas leur passé, leur défaillance et surtout leur névrose. Oui, on mettait en scène un personnage qui compilait les... C'était figé, vous m'avez ça? Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça. Ah, on est revenu, c'est bon, je suis désolé, hein. Et donc, je disais que dans le roman Le bonheur est au fond du couloir à gauche, qui est sorti en 2021, je m'amusais déjà avec un personnage qui était aux prises avec des problèmes psychologiques qu'il essayait de régler avec les manuels de psychologie que l'on trouve en librairie, qui nous apprennent, qui prétendent nous donner des recettes pour être heureux. Et j'avais envie de continuer dans cette voie-là. C'est un peu la suite finalement de ce roman, hein, La loi de la tartine beurrée. On reste dans cette idée du bonheur, comment éviter. Bon. Et donc Jean-Luc Godard, psychologue, a écrit un livre qui est un manuel de psychologie pour vivre heureux en acceptant les emmerdements qui font notre vie quotidienne. Il y a un écho entre ces deux romans. Et il y a un côté arroseur arrosé. Finalement, le personnage qui nous apprend à supporter les emmerdements va être aux prises avec une journée terrible, la journée où tous les emmerdements possibles vont lui tomber sur le coin de la figure, avec au-dessus de sa tête la tartine beurrée, hein, comme une tartine de Damoclès au-dessus de ses épaules. Tartine de Damoclès. Vous auriez pu l'écrire, celle-là. En effet. Elle n'est pas dans le... Elle est en quatrième couverture, non? Elle n'est pas en quatrième. Je l'avais mis en quatrième et je crois qu'ils l'ont pas gardé en Eh non, fait. je crois pas, hein. Je crois pas. En tout cas, elle n'est pas dans le roman. Par contre, j'ai noté que vous faisiez référence à votre précédent roman pour lequel on vous avait invité. Les autres ne sont pas des gens comme nous. Là aussi, il y a toujours des petites références que vous glissez, que ce soit à travers vos autres ouvrages. Et en même temps, tout résonne. On a l'impression que toute votre œuvre résonne entre elles, avec toujours cette volonté de mettre en avant, de caricaturer, mais avec une immense réalité finalement tout ce que font les hommes, les êtres humains. On parlera tout à l'heure du couple notamment et de l'inconscient, ou en tout cas
de l'état psychologique aujourd'hui de certains hommes, voire de tous les hommes. Qu'est-ce qui vous fascine tant justement dans cette matière psychologique, dans cette matière qui creuse le sillon d'un être humain, de nos choix, de nos névroses, mais aussi de finalement de ce qu'on est et surtout de nos contradictions? L'être humain est fascinant par essence. Il suffit d'ouvrir un journal pour politique, des, euh, des chefs de guerre, des vedettes, et ça peut être aussi des personnes qui sont mises en avant par des faits divers. Là, c'est malheureusement des crimes, ce sont des qui nous fascinent chaque jour, qui nous désolent chaque jour, et qui surtout nous met face à un mystère auquel on n'a jamais de réponse. C'est comment peut-on finalement comment peut-on être un être humain? Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain? Qu'est-ce que c'est qu'être inhumain? On ne comprend pas l'être humain, on ne se comprend pas soi-même. Donc quand on écrit des histoires, je pense qu'on essaie de creuser un petit peu, c'est-à-dire essayer de comprendre qui on est, comment on fonctionne, pourquoi on agit comme on agit, et prendre du recul par rapport à soi à travers des personnages de romans, à travers des personnages de films, à travers tout ce qui, dans la création, nous permet toujours de réfléchir à l'être humain. C'est le point commun entre finalement toutes les créations depuis l'aube de l'humanité, c'est essayer de comprendre euh, un être humain qui ne change pas, les mêmes frustrations, par les mêmes craintes depuis l'aube de l'humanité. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que quel que soit l'environnement, le confort qui change, les conditions matérielles qui changent, l'être humain ne change pas. Donc il y aura des histoires qui seront racontées tant qu'on n'aura pas compris ce mystère, et je pense qu'il est insoluble. Et puis, il y a cette mise en abîme constante de l'auteur à travers le livre. J'apprécie particulièrement à chaque fois quand vous vous adressez au lecteur. C'est un petit peu le livre dont vous êtes le héros parfois, ou en tout cas le livre dont vous êtes les personnages. Ça, je trouve que c'est à chaque fois quelque chose qui marque. Vous allez parfois très loin en vous adressant à nous. Qu'est-ce qui vous, là aussi, qu'est-ce qui vous habite quand vous vous adressez au lecteur? Est-ce que c'est aussi les moments les plus jouissifs? Parce que vous savez qu'à un moment donné, un lecteur va vous lire et va potentiellement vous dire, eh ben voilà, enfin un auteur qui se préoccupe du lecteur. Je ne sais pas si je me préoccupe du lecteur, mais en tout cas, ça relève du ludique dont je parlais, c'est-à-dire que le plaisir de l'écriture, il se joue à différents niveaux, et il se joue notamment dans le fait de s'adresser au lecteur. C'est quelque chose qui, moi, m'amuse, m'intéresse. C'est un lecteur évidemment fictif et global. Peut-être qu'il est avec moi quand j'écris. L'écriture est une activité très solitaire. Peut-être que le fait de m'inventer un lecteur, c'est de m'inventer un comparse pendant que j'écris, et de me faire croire à moi-même que ce texte est destiné à quelqu'un, que c'est toujours l'angoisse des écrivains. Est-ce que je vais être lu? Est-ce que je vais être visible? Est-ce que je vais exister dans le regard de l'autre? Donc je fais déjà exister mon lecteur. J'en ai au moins un comme ça qui est déjà là, que j'ai moi-même inventé. Au moins il y en aura un qui lira ce que j'écris. Je pense que c'est ça, ce partenariat rassurant que je fais en créant le personnage du lecteur. Et je précise que les pizzas aux anchois, c'est vraiment très bon. Voilà. Je ne sais, Assez fermé, amateur d'épisodes. Écoutez, c'est très bien. Après, ça n'engage que le personnage, évidemment, son rejet de la pizza aux anchois. Je n'ai rien personnellement contre les anchois en réalité. En effet. Il y a aussi un élément très important, c'est finalement cet appartement, unité de temps, unité de lieu, tout se passe dans cet appartement. Vous le dites, vous l'écrivez même, ça a fait ses preuves, clairement, notamment au théâtre. Évidemment, je ne savais pas que la pièce avait été adaptée, enfin, adaptée au théâtre pour bientôt ou qu'elle avait été issue du théâtre, mais c'est frappant.
Justement, j'aimerais vraiment savoir pourquoi vous avez choisi ce confort de l'appartement parce qu'on n'en sort jamais. Alors même s'il y a à un moment donné des petites sorties vis-à-vis du voisinage, on ne pourra pas trop en parler non plus, mais il y a quand même cet appartement qu'on visualise très bien parce que vous le jaugez, vous le décrivez à la perfection avec parfois de l'exagération et je trouve ça une fois de plus frappant. Mais vous vouliez un endroit pas neutre, justement, un endroit vraiment subjectif pour déployer tout l'univers d'un couple. Vous écrivez même que c'est dans le couple on peut déverser toutes ces folies, toutes ces invectives, tous ces reproches à l'humanité, alors que quand on est dans la vraie vie, on se réfrène constamment par le poids d'une société. Oui, dans le couple, c'est le seul endroit où on montre son vrai visage. En tout cas, au bout de quelques années, peut-être pas au début d'une relation, mais lorsqu'un couple est installé, notre vrai visage va forcément apparaître à un moment ou à un autre parce que la cohabitation quotidienne avec quelqu'un fait qu'on ne peut pas porter un masque en permanence. Et l'autre va être ce miroir d'ailleurs qui nous renvoie notre véritable personnalité, qui nous renvoie nos qualités mais aussi nos défauts. Et c'est aussi pour ça qu'on ne supporte pas certaines situations dans un couple. C'est pour ça qu'il y a des scènes conjugales comme dans cette pièce. C'est pour ça aussi qu'il y a des séparations, parce que l'autre peut devenir insupportable parce qu'il nous renvoie qui on est vraiment et ce qu'on refuse de voir. Et dans ce roman, alors le clos, c'était parce que c'était théâtral, il y avait un seul lieu, un lieu clos, mais je l'ai gardé pour le roman parce que je trouve que c'était idéal pour parler du couple. L'appartement, c'est le lieu intime où le couple vit et où ne peuvent pénétrer que ceux qui y sont invités normalement. Donc, c'est un espace préservé, un peu comme notre espace mental, notre espace auquel on ne peut avoir accès à moins qu'on le livre aux autres. Et dans cette pièce, dans ce roman, l'extérieur va s'inviter de force dans l'intérieur. L'espace intime va être dégradé par l'irruption de l'extérieur. Et il va y avoir un affolement de la part de ce couple parce que c'est comme si on pénétrait à l'intérieur de leur conscience, comme si on les voyait tels qu'ils étaient réellement. Et cette panique va donc se diffuser tout au long de l'histoire et jusqu'au final du roman ou de la pièce. Et c'était vraiment cette idée de qu'est-ce qui se passe lorsque on nous enlève notre masque, lorsqu'on entre dans notre espace intime, lorsqu'on ne peut plus se mentir ni aux autres, ni à soi-même. C'est certainement le pire. Lorsqu'on ne veut plus se mentir à soi-même, c'est là que la catastrophe arrive. Et vous allez même plus loin, je vais vous citer. Le couple est névrotique par essence, insiste l'intrus. Il n'est pas naturel de cohabiter avec quelqu'un tous les jours, toutes les nuits, pendant des années. Comment ne pas prendre l'autre en grippe avec sa présence permanente à vos côtés? Son regard porté sur vous à chaque instant, ses jugements, sa mauvaise foi, sa lucidité, c'est insupportable. Et plus loin, vous voyez, vous vous insupportez, c'est normal. Le couple n'est pas une structure naturelle, mais tout est fait pour que l'on vive à deux. Car la société a besoin du couple pour s'appuyer sur des bases stables. Si tout le monde change de partenaire sans cesse, c'est le retour à la loi de la jungle. Sans la famille, c'est l'anarchie. Quelqu'un d'autre répond, la société a besoin du couple, annonce Anna, mais pas l'individu. D'où l'influence de patients chez les psys. Vous vivez tous les deux sur le dos du couple névrotique, miné à la base par des frustrations, des déceptions, des rancœurs. Un long encore passage derrière sur le couple. Je vous trouve extrêmement fin sur cette notion de couple. Concrètement, comme si vous y avez été confronté en tout cas. Vous faites l'éloge du célibat ou l'éloge de l'union libre. Et je trouvais ça extrêmement fort en fait dans ce roman-là parce que la loi de la tartine beurrée n'est qu'un fil rouge, n'est qu'une, tout à l'heure vous l'avez dit, une épée de Damoclès, mais finalement c'est un roman sur le couple, c'est un roman sur l'amour aussi, même s'il est parfois caché. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est vraiment
Comment vous avez observé tout cela? Comment vous avez observé ces couples, cette déliquescence du couple aujourd'hui, vu le nombre, le taux de divorce qui explose constamment depuis déjà une bonne quinzaine d'années? Comment vous avez étudié la question? Comment vous êtes arrivé à ce processus finalement d'un couple qui se déchire, ou en tout cas qui a une superbe répartie entre eux? Ça, c'est quand même extrêmement fort. Ils sont ils sont psy, certes, mais ils ont aussi une sacrée répartie. Comment vous avez travaillé la chose, la matière du couple? Alors, je ne sais pas si j'ai je sais pas si j'ai un modèle que j'ai pu suivre, mais le couple névrotique, c'est quelque chose que la littérature a montré à satiété depuis le début là aussi des lettres. C'est-à-dire que la littérature le montre très bien. Un couple qui fonctionne, c'est un couple qui meurt jeune. Les seuls couples qui restent de l'histoire de la littérature, c'est Roméo et Juliette, c'est Tristan et Isolde, c'est-à-dire c'est des couples qui meurent très très vite. Ensuite, la vie de couple sur la longueur est beaucoup plus évidemment compliquée. Je ne sais pas si aujourd'hui le couple est plus en déliquescence qu'auparavant. Simplement, auparavant, le divorce était soit interdit, soit n'était pas culturel et on divorçait pas. C'est pas pour ça qu'on s'entendait mieux dans les couples, hein. Mais j'irais plus loin, c'est-à-dire que névrotique par essence, l'être humain est névrotique par essence, parce qu'en fait, que ce soit le couple de deux personnes, ou que ce soit ce que l'on vit avec soi-même, on est en couple avec soi-même. Et quand je dis que le couple fait que l'autre vous insupporte par instant, on s'insupporte soi-même par moment. Que vous ne comprenez pas l'autre dans le couple, mais vous ne vous comprenez pas vous-même non plus. C'est-à-dire qu'on est en couple avec nos propres identités différentes et cette névrose que l'on a soi-même, elle va forcément exister dans le couple aussi, mais le couple peut paradoxalement aussi être la solution à cette névrose, c'est-à-dire partager nos névroses. Si on arrive à les partager de façon honnête et équitable dans un couple, eh bien on peut peut-être en sortir la tête haute à deux. Et donc, c'est pas du tout une vision, je pense, pessimiste du couple, parce qu'en réalité, Jean-Luc et Anna Godard euh, sont fusionnels. C'est pas du tout un couple au bord du divorce. C'est pas du tout un couple qui ne dialogue pas, par exemple, un couple qui s'ignore ou un couple qui se méprise, pas du tout. C'est un couple qui est en interaction, qui est en dialogue permanent, et finalement, c'est un couple qui vit une vraie histoire d'amour en réalité. Et donc, euh, ces deux névroses face à face arrivent à faire quelque chose de positif. Exactement, exactement. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé d'amour au début. Je ne dis rien sur la fin, mais en effet, il y a clairement beaucoup d'amour entre eux. Vous allez même plus loin. Il y a deux phrases qui m'ont frappé et qui peuvent en réalité résoudre beaucoup de problèmes, peut-être. Tant qu'on crie sur son conjoint, chuchote JL, on ne se révolte pas contre le pouvoir. Et deuxième phrase, Anna rétorque, l'État ne survit que grâce à la névrose du couple. Elles sont très puissantes, ces phrases, je trouve, et elles peuvent en tout cas donner à débat. C'est un acte fort, je trouve, c'est un acte presque révolutionnaire, si jamais ça change, en tout cas, si vous changez le prisme, c'est quasiment révolutionnaire. Cette idée-là, elle est intéressante, j'aimerais vraiment que vous nous en parliez. Alors, c'est le raisonnement que tiennent ces deux Certes. psychologues, ces deux personnages qui, de par leur fonction, de par leurs études, ont l'habitude d'analyser les situations, de chercher comment ces situations qui nous sont données, il y a toujours une arrière-cour, quelque chose à explorer derrière. Et leur travail est de rechercher les motivations inconscientes à des comportements. Et ils analysent la société comme ils analysent leurs patients. Donc, quand la société nous fixe des habitudes culturelles, comme par exemple l'institution du couple, l'institution du mariage. D'ailleurs, on le voit, l'institution du mariage est questionnée depuis des années et elle est en perte de vitesse. Elle n'a plus la même place qu'auparavant. Un couple est beaucoup moins stable qu'auparavant. Il y a des alternatives au couple d'ailleurs. Il y a des couples libres, il y a des gens qui vivent, qui cohabitent, il y a des gens qui sont
presque des colocataires amoureux. Enfin, c'est très varié aujourd'hui. Donc cette idée, c'est de réfléchir à pourquoi une société se construit avec des cadres bien précis. Et c'est vrai que le couple, qui peut paraître naturel, si on y réfléchit, ne l'est pas en réalité. C'est quelque chose que la société a institué. Il y a d'autres sociétés, d'ailleurs, d'autres civilisations, où le couple n'a pas la même forme que chez nous, où c'est pas forcément des civilisations que l'on va valoriser, mais où un homme peut vivre avec plusieurs femmes, peut se marier avec plusieurs femmes en même temps. Donc, vous voyez, il y a différentes façons de voir. Chez les Grecs anciens, les enfants n'étaient pas éduqués forcément par les parents, ils étaient éduqués de façon collégiale par une société, de la même manière que dans certains pays africains où le groupe village s'occupe des enfants. Chez nous, on a une autre vision, qui est une vision finalement assez individualiste, avec cette idée que le couple, les enfants d'une certaine façon appartiennent au couple, puisque on peut voir malheureusement dans les faits divers que avant que des structures réagissent pour aider des enfants qui appartiennent au couple, et qu'avant de s'immiscer dans la famille, dans le couple, pour arriver à aider et à extraire parfois des enfants qui souffrent, c'est très très compliqué. Donc il y a cette idée de réfléchir à pourquoi. Et la solution analytique que trouvent les deux personnages, c'est de dire que ça arrange la société parce que ça donne un cadre stable, ça stabilise, et que ça étouffe les velléités de révolution qui va avec le désir de liberté. Et puisque le couple est névrotique, tant qu'on s'engueule dans le couple, eh bien, on diffuse la violence vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. C'est une analyse comme une autre. Je ne suis même pas sûr d'y adhérer forcément, mais elle m'a paru intéressante quand le personnage me l'a proposé. Parce que c'est le personnage qui m'a proposé ça. C'est sorti du personnage. C'est ça qui est fascinant quand on écrit. C'est pas du tout une idée que j'avais eue moi-même en me disant tiens, je vais l'incarner dans un personnage. Non. C'est un jour Jean-Luc Godard qui s'est mis à dire ça. Et moi, je l'ai écrit. Voilà comment ça s'est fait. Très bien. L'autre idée révolutionnaire, moi je milite pour que JMR soit président de la République ou en tout cas dans un gouvernement ou peut-être dans le gouvernement de l'humour. Mais l'autre chose, l'autre phrase qui m'a marqué aussi, c'est celle d'emmerder les emmerdeurs. Et là je vous cite, on est d'accord pour dire que les causes inaccessibles sont déprimantes. Comment voulez-vous lutter contre les guerres, contre le racisme ou contre le réchauffement climatique? En signant une pétition, en manifestant en place de la République, en mettant vos pots de yaourt dans la poubelle jaune? Et après? Ces causes nous dépassent, nous écrasent, nous dépriment, alors que lutter contre les emmerdeurs, ça reste à la portée de tous. L'emmerdeur est une matière première inépuisable. Ils sont partout et c'est facile de les emmerder à notre tour, de leur jouer l'air de l'arroseur arrosé pour notre plus grande joie. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même de créer une sorte de mini-révolution pour aller emmerder les emmerdeurs? Moi, ça m'a vraiment donné envie d'aller les emmerder. Ça vous D'accord. Alors, cette idée, je l'avais déjà mise en scène dans une nouvelle du dernier livre, Les autres ne sont pas des gens comme nous, où déjà il y avait un couple qui se vengeait comme ça d'une personne en particulier. Oui, c'est quelque chose qui est universel, que l'on vit tous. On est tous confrontés qui, à des degrés divers, évidemment, nous rendent la vie difficile. Et bien que nous soyons des êtres bien élevés, humanistes, bien éduqués, conscients de la valeur de la vie humaine, il n'empêche que notre esprit est régulièrement traversé par l'idée, malgré tout, que si certaines personnes ah, et après, il n'y a qu'un pas de cette idée-là à la volonté ça peut aller très très loin, cette idée-là. Mais ça m'intéresse beaucoup, oui. Qu'est-ce qu'on fait face aux gens qui nous pourrissent la vie au quotidien, en sachant que nous-mêmes, nous sommes perçus comme des emmerdeurs par d'autres personnes. C'est ça toujours qui est intéressant. On est toujours l'emmerdeur de quelqu'un, on est toujours le con de quelqu'un, parce que les autres ne sont pas des gens comme nous. Comment peut-on être les autres? C'est toujours à ça qu'on revient. Comment on peut
ne pas être moi. C'est ce que disait un personnage dans Les autres ne sont pas des gens comme nous. C'est comment on peut, c'est le fameux comment peut-on être persan de Montesquieu, et qui se résume à comment peut-on être autre que moi. Et ce qui est différent de moi, à chaque fois, me perturbe, me trouble, et au pire, m'insupporte. Parce que la vie des autres ne ressemble pas à ce que j'aimerais voir autour de moi. Alors, un des personnages du roman va très loin et met en pratique ce qui lui fait beaucoup de bien, parce qu'il est plein de frustration dans sa vie personnelle. Eh bien, emmerder les autres lui permet de se sentir beaucoup mieux. C'est- Alors, Quel je est, vous souhaite, dans cette voie que vous préconisez, je vous souhaite beaucoup de réussite. quel est le dernier emmerdeur que vous avez connu, Jean-Marcel? Est-ce qu'il y en a un là dernièrement qui vous a finalement dit bah, j'ai bien fait d'écrire ce roman? Les emmerdeurs, il y en a dès que j'ouvre la télévision, que je regarde les informations, ce que je fais assez rarement parce que pour moi, par exemple, c'est une source d'emmerdement inépuisable. Et d'ailleurs, le terme d'emmerdeur, il est trop faible pour désigner des gens que l'on voit à longueur d'émissions de télévision, à longueur d'informations. Certains présidents de certains pays, dernièrement, sont des emmerdeurs puissance 1000. Et on rêve qu'ils soient effectivement emmerdés puissance 1000 aussi, pour peut-être les mettre hors d'état de nuire. Après, au quotidien, j'essaie de... Je, je passe à autre chose et je ne m'arrête pas sur eux. Alors, on était bien bloqué là. Oui, On était longuement bloqué. oui, longuement bloqué. Mais Alors, on a compris que vous preniez ça avec philosophie, je pense. bon, vous avez bien résumé, oui. Oui, Ça doit être ça. oui. Aurélie, c'est à toi. Rétablir le son, c'est mieux. Bonsoir. Euh, Déjà, je rebondis sur ce que vous disiez, hein, on est tous les emmerdeurs de quelqu'un. Et on est forcément, on fait forcément pas l'unanimité, pardon. Par contre, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce concept d'emmerdeur, c'est l'invite justement je divulgage rien, de ne pas, enfin, de visualiser des gens qu'on n'aime pas et donc qui nous emmerdent. Voilà. Et justement, ça rajoute encore plus au plaisir de la lecture parce que on voit cette accumulation tomber sur eux et c'est encore plus jouissif. C'est parfait. Alors, si vous avez parfaitement joué le jeu en visualisant un couple, et effectivement, j'espère que le plaisir a pu être décuplé. Moi, j'ai écrit en alternant des personnages différents, ce qui vraiment me faisait plaisir à chaque fois d'accentuer tous les malheurs qui pouvaient leur tomber dessus. Oui. C'est un roman exutoire, j'espère, et pour celui qui écrit et pour celui qui le lit. Parce qu'on on l'a pas encore, on l'a dit à demi-mot, mais voilà, les événements qui arrivent sont tous. Alors, le plombier, un plombier arrive chez eux pour déboucher des toilettes qui ne sont pas bouchées. Des livreurs prennent un petit peu de mobilier. Enfin, Emmaüs prend du mobilier, je crois que c'est un matelas et un canapé, sans évidemment qu'il soit au courant. D'autres livreurs lui font livrer des choses totalement improbables. Alors que lui affirme qu'il n'a rien acheté, qu'il n'a appelé personne. Il est dans le. Alors, il y a différentes ouvertures, différents débats. Est-ce qu'il a rêvé? Est-ce qu'il est inconscient? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui fait une farce? Quelqu'un qui était présent à la crémaillère la veille? Il y a différentes hypothèses et vous allez potentiellement passer par toutes les hypothèses possibles avant de comprendre peut-être ce qui va se passer. Mais tous ces emmerdements sont faits avec sa carte bleue, avec à chaque fois notamment un beau Pétrus. Tout est fait avec sa carte bleue, donc évidemment vous comprenez bien que ce couple-là est totalement désarçonné, notamment Jean-Luc, pour contextualiser les choses, c'est ce qui se passe. Et à côté de ça, vous avez ce fil rouge, cette tartine beurrée qui est collée au plafond. Est-ce qu'elle va tomber? On imagine potentiellement que oui, potentiellement que non. Quand, surtout, quand va-t-elle tomber? Et ce fil rouge-là, il est très intéressant parce qu'au fil de l'intrigue, on l'oublie.
et vous nous la rappelez parfois parce qu'on l'avait oublié. Et vous dites d'ailleurs, vous avez sûrement oublié l'histoire de la tartine beurrée, mais elle est toujours là, elle est toujours collée au plafond. Et c'est ça qui est encore plus intéressant. Cette loi de la tartine beurrée, vous allez peut-être nous en parler, puisqu'elle existe vraiment. C'est la loi de Murphy, entre autres. Racontez-nous justement cette histoire pour les scientifiques qui sont là. Je pense à Valérie qui va apprécier notamment ce passage. Euh, Racontez-nous cette histoire de tartine beurrée. Très loin d'une loi scientifique, hein. La loi de Murphy ou la loi d'emmerdement maximale, euh, c'est une loi qui, ça va forcément tourner mal. Voilà, c'est une loi extrêmement pessimiste qui nous condamne forcément au malheur, finalement. Quelle que soit la situation, ça tournera très très mal à un moment ou un parfait résumé de notre existence à tous, finalement, puisque quelle que soit notre vie et quel que soit le bien-être dans lequel on a vécu, ça finira de toute façon forcément mal. La tartine finira forcément par nous envoyer dans le trou. Donc, la loi de Murphy se réalise systématiquement. Ici, elle est matérialisée par cette fameuse tartine, puisque la loi de Murphy, c'est aussi la loi de la tartine beurrée ou de la loi de la tartine à confiture, qui prétend que lorsque nous étalons du beurre sur notre tartine lors du petit déjeuner et que la tartine tombe, elle va forcément tomber sur la face tartinée de beurre. Et certains scientifiques ont voulu faire des analyses statistiques en faisant tomber des tartines beurrées pour vérifier à quel point cette loi s'exerce, ont voulu réfléchir à la densité de la face beurrée, etc. C'est assez intéressant de réfléchir à ça. Il n'empêche que ici, je l'ai vraiment appliqué de façon concrète. Il y a réellement une tartine beurrée, elle a réellement été lancée en l'air, sauf qu'elle n'est jamais retombée. Elle est restée collée au plafond et on attend qu'elle retombe sur les personnages. Voilà. C'est cette attente finalement qui peut résumer l'attente d'une vie. Parce que des personnages s'étonnent en demandant mais comment du beurre peut coller une tartine au plafond? Comment ça peut rester collé? Comment ça peut tenir? Et le personnage d'Anna, la psychanalyste, répond c'est la seule vraie question. C'est comment on fait tous pour tenir. Voilà, comment on fait tous pour tenir dans la vie à la façon de cette tartine beurrée. Jusqu'au jour où on lâche. Voilà. Est-ce que vous nous feriez un plaisir de nous lire un premier extrait, Jean-Marcel, et on va prendre une petite photo de groupe juste avant. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1, et c'est bon, parfait. C'est à vous, Jean-Marcel. Lire le début, c'est le mieux. Au commencement, il n'y avait rien. Pas de temps, pas d'espace, pas de matière, pas de pensée, pas de mots, pas de pas. Même le néant n'existait pas, c'est dire. Et puis, pourquoi, comment, début des questions, début des problèmes, et puis ce fut comme une apparition. L'apparition conjointe de la première catastrophe et de la première onomatopée. Boum. Durant la microseconde qui suivit l'explosion phénoménale nommée Big Bang, énergie matière, qui apparut sous la forme d'une soupe extrêmement chaude de quarks et de gluons, l'espace, qui commença à se déployer tout à son aise dans ses trois dimensions, et le temps, qui préféra évoluer dans sa dimension perso toute relative. Trois composantes fondamentales qui ne suffisent pourtant pas à comprendre le bon fonctionnement de la réalité qui nous entoure. Car, au moment du Big Bang, naquit aussi une force jamais décrite dans les manuels de physique, absente des laboratoires de recherche, ignorée des plus grands savants. Une force qui profita de l'apparition du continuum espace-temps pour imposer sa domination sur toute chose dans l'univers, pour les siècles des siècles. Une force que chacun de nous éprouve au quotidien, qui régit nos existences, détermine nos vies. Une force qui fait peser sa tyrannie, bien plus encore que l'électromagnétisme et la gravitation. Une force si omnipotente que rien ne peut lui résister. J'ai nommé l'amour. Mais non, pas l'amour enfin. Où vous croyez-vous? Faut-il rappeler que les romans feel-good sont à consommer avec modération? Après, on voit le résultat. Merci bien. L'amour, franchement, non. Cette force si perturbante qu'on préfère nier son existence, si angoissante qu'on préfère attribuer son action au hasard, si puissante
qu'on la désigne toujours par un pluriel, cette force se nomme les emmerdements. Oui, les emmerdes, en tout temps, en tout lieu. Ils s'acharnent méthodiquement sur nous, faisant peser sur nos épaules leur infernal fardeau. Et s'ils nous épargnent parfois, s'ils consentent à relâcher leur étreinte sournoise le temps d'une saison, ce n'est qu'une stratégie sadique pour mieux revenir ruiner nos vies après nous avoir fait miroiter l'espoir du bonheur. Les emmerdements sont la force noire qui régit l'univers, et le petit récit qui va suivre se propose d'en être la plaisante illustration, histoire d'oublier un instant nos emmerdes en nous divertissant avec ceux des autres. Au fond, les romans servent-ils à autre chose? Merci, Jean-Marcel. Est-ce qu'ils servent justement à autre chose? Le divertissement, comme son nom l'indique, c'est le fait de nous faire quitter la voie habituelle, hein. Se divertir, c'est la diversion, c'est quitter notre voie habituelle, quitter notre vie quotidienne, et on va se divertir à travers un livre, qu'il soit divertissant au sens habituel du terme, réjouissant, plaisant, ou qu'il soit complexe, ça reste une diversion par rapport à notre vie habituelle. Rentrer dans un livre, c'est sortir du monde, sortir de la vie. Et donc c'est une façon de se mettre tout à coup hors des emmerdements quotidiens et être confronté aux emmerdements des autres, puisque la plupart des romans nous mettent face aux emmerdements du personnage principal, qui, s'il n'avait pas une vie pleine d'emmerdements, n'aurait aucun intérêt. Dans un roman, dans une histoire, il faut qu'il y ait un élément perturbateur, et cet élément perturbateur, il est forcément négatif. Donc oui, cette fenêtre, cette évasion temporaire que constitue le roman, nous confronte et nous soulage un moment en observant ce que les autres vivent. Ce qui est terrible avec vous, c'est que ces personnages que vous étayez à chaque roman, on a envie de continuer à suivre leur aventure. Et à chaque fois, ça s'arrête, et c'est terrible. Est-ce que vous vous êtes posé la question entre guillemets, l'issue de vos personnages? Est-ce que ces personnages-là, Jean-Luc et Anna, est-ce que ce ne sont pas les personnages de toute votre œuvre aussi? Est-ce que ceux de votre dernier roman, est-ce que finalement vos deux personnages, parce qu'il y a souvent deux personnages dans vos romans, est-ce que ces deux personnages-là sont exactement les mêmes? Est-ce qu'ils ont une autre vie en réalité? Est-ce que vous tournez autour de ces deux mêmes personnages à chaque fois ou au contraire, vous essayez d'aller vers autre chose, mais en réalité, ça retombe à chaque fois du côté tartine beurrée. Et à chaque fois, ces personnages-là, ils sont parfois cyniques, ils sont parfois aveuglés par leur quotidien. Est-ce que vous vous êtes posé la question de l'avenir de vos personnages? L'avenir de mes personnages, au sens les retrouver dans d'autres histoires, au sens l'idée, le seul personnage que j'ai repris, c'était dans mes deux précédents livres, le personnage de Julie, la narratrice, prisonnière de son fauteuil. Et c'est le seul personnage que j'ai eu envie de faire revenir finalement, de façon très présente. Dans mon roman précédent aussi, qui était en fait une succession de petites histoires, j'ai repris beaucoup de mes personnages précédents parce que je me suis interrogé sur que sont-ils devenus. C'est quelque chose qui peut être très plaisant aussi. Il est vrai aussi que dans mes romans précédents, j'ai tué beaucoup de mes personnages, donc leur avenir, il était de toute façon interrompu brutalement. Est-ce qu'après, ce sont les mêmes personnages? Ça, je ne saurais pas répondre à cette question. Si vous avez eu cette sensation, c'est qu'elle doit être vraie, qu'on retrouve à travers ces personnages, parce que ce qu'on est soi, je pense qu'on écrit ce que l'on est. Forcément, on se ressort des éléments peut-être ce que je suis moi, et c'est peut-être pour ça qu'on écrit aussi, c'est pour mieux comprendre qui on est. Après, est-ce qu'il y a des points communs entre Julie, entre Anna et Jean-Luc? Moi, je ne saurais pas le dire en fait. Mais ça m'intéresse si vous voyez les choses comme ça. En fait, je les vois comme une sorte, tous, d'avatar de l'être humain de manière générale, avec ses vices, avec ses défauts, avec ses qualités aussi, mais on a l'impression qu'à travers le temps, l'être humain n'a pas tant évolué que ça. Il est toujours égoïste, il est toujours imbu de pouvoir, il a toujours envie de convoiter l'autre, toujours de regarder dans l'assiette de l'autre.
il y a différentes casquettes comme ça aussi qui s'égrènent dans le temps et ça ne change pas. Et j'ai l'impression que vous êtes le romancier qui, finalement, peu importe leur prénom, se matérialise l'être humain toutes ses caractéristiques. Et je trouve que vous mettez des avatars, que ce soit des prénoms, que ce soit des caractéristiques physiques, mais finalement, vous parlez de l'être humain de manière euh, plus ciblée, plus générale en même temps. Et je trouve que vous êtes un écrivain à part, à mon sens, parce que vous arrivez à mettre des masques sur chacun d'eux, et en même temps, on arrive à voir une tragédie humaine constante. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes un auteur négatif, hein, mais vous mettez le doigt sur des choses qui sont réelles, négatives, avec ce côté satirique qui nous frappe constamment à travers vos personnages. C'était davantage ça mon idée, que ce ne sont pas les mêmes personnages, bien entendu, mais que vous arrivez à travestir ces personnages-là à travers leur masque d'être humain. C'est le propre de la comédie en réalité. C'est-à-dire que dans la comédie, on va s'intéresser à des types de caractères. Euh, Chez Molière, vous avez ça en permanence dans chacune des pièces, qui sont en réalité des tragédies qui se terminent bien. Mais toutes les pièces de Molière sont des tragédies qui sont sauvées par un retournement des situations finales, d'ailleurs la plupart du temps improbable, qui vient sauver des enfants maltraités par leur père, c'est la majorité des pièces de Molière, qui sont martyrisés, qu'on marie de force, qu'on torture psychologiquement. Et Molière arrive à nous faire rire avec ce genre de situation parce qu'il fait le portrait des êtres humains en poussant le curseur par rapport à des défauts qu'on peut tous reconnaître autour de nous, chez des gens qui nous entourent, et si on est un petit peu honnête, qu'on peut reconnaître en nous. C'est ça la comédie. Et si ben, la personne qui lit une comédie arrive à se reconnaître, il a fait déjà, je pense, un immense pas vers eh bien, d'abord un bien-être intérieur et puis le bien-être des gens qui vous entourent. Si vous regardez Molière en vous disant cet avare, cet hypocrite, c'est les autres, mais c'est pas moi, ben, je pense que vous avez raté quelque chose. Alors que si vous riez chez Molière et que vous vous rendez compte que vous riez de vous-même en plus de rire des autres, et ça crée tout à coup une communauté humaine et ça vous fait progresser. Donc oui, les personnages que j'invente, je pense que c'est des personnages de comédie qui se rattachent à cette tradition de la comédie de Molière à- en passant par tout. Je pense que la tradition théâtrale, elle est très importante pour moi, que ce soit chez Molière, que ce soit chez Feydeau, que ce soit chez Labiche, vous avez comme ça des personnages qui incarnent ben, l'éternel être humain dans ce qu'il a de plus petit et en même temps euh, quelque chose à chaque fois de touchant et de beau. C'est ça les plus beaux personnages de comédie. C'est qu'ils peuvent être abominables, ils peuvent avoir des défauts terribles, et en même temps, ils ont toujours quelque chose qui les sauve. Il y a toujours quelque chose une petite lumière, qui fait qu'on rit avec eux, pas contre eux. Il n'y a pas de mépris pour les personnages. Par exemple, chez Molière, il n'y a pas de mépris chez les personnages. Et j'espère que dans ce que j'écris non plus, moi je les aime mes personnages, même si je leur fais vivre des choses abominables, même si je leur donne des défauts terribles. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour de ces personnages-là et que la comédie peut fonctionner que si on aime ces personnages et qu'il n'y a rien de pire que des gens qui font de l'humour, qui est de l'humour de moquerie, où on va humilier une cible et non pas partager avec elle ben, l'idée qu'on est des frères en humanité parce qu'on partage les mêmes défauts, en fait, tout simplement. Et donc un exemple de comédie, je vous cite. Désolé, je vous cite beaucoup, Jean-Marcel, mais parce que j'ai quasiment souligné tout le livre, ou presque. Donc c'est plus compliqué pour moi de choisir des passages. Il existe des mots capables de modifier l'atmosphère d'un lieu en une microseconde. À peine sont-ils prononcés que l'ambiance se charge d'une pesanteur soudaine, d'une vibration électrique qui fige quelque chose à l'intérieur de nous. C'est la police, en fait partie. Tout comme j'ai couché avec ta sœur sans faire exprès. Ou il y a comme une odeur sur le palier de la voisine qu'on n'a pas vue depuis 6 mois. Là aussi, je trouve que l'importance des mots. Est-ce qu'il y a une expression comme ça qui vous alerte, vous aussi? Parce que je trouve que le passage, alors j'ai pas forcément de questions particulières, mais je voulais lire quand même ce passage parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que quand on dit c'est la police dans n'importe quel, dans n'importe quel groupe, évidemment le regard change. Est-ce que pour vous aussi, il y a une phrase comme ça qui,
qui fait mouche par rapport à ce pouvoir des mots qui est si important pour un écrivain, clairement. Est-ce qu'il y en a une pour vous qui frappe aussi à travers ce que vous écrivez? Je pense que je me retrouve dans celle qui est utilisée par les personnages parce que on parlait au début de ce conditionnement social dans lequel nous vivons et qui permet à la société d'exister. Si on n'avait pas ce conditionnement dès qu'on est tout petit, la société ne pourrait pas exister. D'ailleurs, on voit une société aujourd'hui qui se fragmente, qui se communautarise et qui se déséquilibre par rapport à ce qu'on pouvait vivre il y a 2 ou 3 générations, parce que justement, il y a moins de conditionnement. Les gens sont beaucoup plus libres et c'est heureux. On a beaucoup plus de possibilités de vivre nos envies, nos désirs, nos rêves, ne serait-ce que dans le choix des études, par exemple, que l'on peut faire. Et en même temps, la conséquence de tout ça, c'est que, il y a moins de cohésion et il y a moins de communauté. Alors, un des conditionnements que nous avons depuis qu'on est tout petit, c'est la peur de l'uniforme. C'est la peur de la police, c'est la peur de la loi. Et il n'y a pas que la phrase, c'est la police, mais voir apparaître un uniforme, voir apparaître un policier, même si vous êtes la personne la plus honnête et la plus innocente du monde, crée immédiatement un petit quelque chose qui renvoie directement à l'enfance, en fait, à la peur du gendarme. Et ça m'intéresse ces conditionnements que nous avons. C'est très troublant de voir à quel point on a des biais, j'en parlais au début, qui nous ont modelé l'esprit. Et je m'interroge surtout sur comment on fait pour arriver à les supprimer, ces biais. Est-ce que c'est possible de se déconditionner? Est-ce que c'est possible de se libérer de tout ça? C'est pas évident. Ouais. On les retrouve un peu partout dans la société. D'ailleurs, on voit ces conditionnements sont plus aussi puissants qu'à une certaine époque. Et beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus du tout la même relation à l'uniforme, la même peur de l'uniforme, ou le même respect de l'uniforme que on pouvait avoir à une certaine époque. Donc c'est la Ouais. contrepartie de la liberté. Et par rapport à ces personnages, est-ce qu'il y en a un qui vous semble proche de vous? Est-ce qu'il y en a un qui, peut-être, alors seul l'auteur peut finalement le savoir, ça, le lecteur essaye peut-être parfois de dénicher où se trouve Jean-Marcel, mais est-ce qu'il y en a un particulièrement ou qui a des caractéristiques qui se rapprochent en tout cas le plus de vous? Est-ce que dans chacun de vos romans, d'ailleurs, vous en glissez un? Ah, vous disiez que tous mes personnages finalement avaient des points communs, donc c'est dans ces points communs certainement qu'il faut chercher euh, ma personnalité. Et je ne pense pas qu'il y ait un personnage qui incarne, mais que c'est justement les liens, les points communs entre ces différents personnages peuvent peut-être dessiner ma personnalité. Et il faudrait que je relise mes romans pour mieux comprendre enfin qui je suis. Sinon, vous vous appelez Jean-Luc Godard. Ah, Ça sinon, va. ça va être compliqué. Vous qui avez lu la fin, ça va être difficile. D'ailleurs, la fin du roman n'est pas la fin de la pièce de théâtre. Ah, La pièce de théâtre ne se terminait pas comme ça. et ça va changer pour la nouvelle pièce de théâtre? Oui, parce qu'il va être difficile de mettre en scène la fin du roman. Donc, je pense que je vais reprendre la fin de la pièce de théâtre initiale. Ok, ok. Alors, J'ai- ouais, ça sera d'ailleurs prévu pour quand? Est-ce qu'il y a une date prévue, en tout cas une année? Non, je ne sais pas encore, mais c'est tout récent, hein, puisque le livre est sorti là. Donc, c'est quelqu'un que j'ai vu cette semaine et on verra dans quel délai les choses vont se faire. Je ne sais pas encore. Non. Très bien, j'en suis en tout cas ravi. Vous parliez également dans le roman d'affaires kafkaïennes. J'ai pensé aussi à Beckett, potentiellement. Il y a beaucoup d'absurdes dans ce roman. Vous allez passer par tous les états, concrètement, et par toutes les issues possibles. Vous vouliez aussi dérouter le lecteur. C'est quelque chose que vous aimez faire. Ça arrive régulièrement aussi. C'est quelque chose qui vous anime quand vous écrivez aussi de mettre sur des fausses pistes, d'essayer de troubler, de se questionner aussi le lecteur. En tout cas, moi, je me suis beaucoup questionné aussi, parfois sur mon couple. Pour le coup, on se questionne clairement. C'est quelque chose qui rajoute à la dramaturgie, à l'humour.
parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'un livre drôle et j'aimerais vraiment savoir ce que vous mettez derrière l'humour. Est-ce que le comble de l'humour, c'est que une vanne soit ratée, qu'elle ne soit pas appréciée, qu'elle soit détournée? Comment vous placez le curseur sur l'humour? Et donc, ma deuxième question sur ce que j'ai dit précédemment. D'accord. Alors, l'humour, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Pour moi, c'est un mystère sur lequel je m'interroge au quotidien parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du réflexe d'abord, le rire. C'est quelque chose qui nous renvoie directement à l'enfance. C'est le réflexe enfantin par excellence. Et je pense que lorsque j'écris, euh, je recherche à retrouver cette spontanéité et ce plaisir réflexe. Et il n'y a absolument pas au départ de l'humour la volonté de dire quelque chose, la volonté de... Il n'y a pas un but derrière l'humour. Mais ce qui est fascinant, c'est que lorsque on fait un trait d'humour, lorsqu'on s'amuse avec une phrase, avec les mots, avec une situation, ça finit toujours par dire quelque chose à quelqu'un. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que je pense que si vous prenez les choses à l'envers et que vous commencez à vous dire, tiens, je vais faire rire en parlant de tel sujet, je suis sûr que je vais rater mon coup et que ça ne fonctionnera pas. Euh, L'élément drôlatique, il va naître de l'association de deux mots, d'une situation que le personnage tout à coup va vivre. Et dans un second temps, on va pouvoir lire à travers ces mots qui ont été employés quelque chose qui relève de l'analyse, qui relève de la réflexion. Mais c'est dans un second temps. Donc l'humour est directement relié finalement à quelque chose d'inconscient qui travaille en vous à des questionnements, à des réflexions qui ne sont pas verbalisées, mais qui révèlent tout à coup ce que vous aviez dans la tête. C'est ça qui moi, me fascine, parce que c'est à chaque fois une découverte. Dès que j'écris quelque chose, que ce soit des romans, pièces de théâtre, que ce soit des sketchs, que ce soit des scénarios, à chaque fois, je suis étonné des thèmes qui apparaissent à travers l'humour. En fait, c'est l'humour d'abord, le bon mot, la scène plaisante, et le thème vient après. Il s'impose de lui-même. Voilà. Le Très bien, processus, en tout cas, chez moi, il fonctionne comme ça. très bien. Est-ce que vous travaillez sur autre chose en ce moment, d'ailleurs, Jean-Marcel? Est-ce que sur un autre projet? Est-ce que un autre roman? Est-ce qu'une pièce de théâtre? Euh, Là, je pense que c'est la première fois que je n'ai pas de nouveau roman en route, parce que depuis 3 ans maintenant, je m'amuse avec une autre forme qui est le scénario pour le cinéma. Donc depuis 3 4 ans maintenant, je travaille beaucoup dans ce domaine-là, parce que j'aime varier les formes d'écriture. Que j'ai fait la pièce de théâtre, les romans jeunesse, les sketchs pour la télévision, pour l'émission Groland, la bande dessinée. Je fais aussi de plus en plus de scénarios de bande dessinée. Il y a plusieurs bandes dessinées qui sortiront l'année prochaine. Et puis le scénario de cinéma, parce que d'abord, c'est mes premières amours adolescents, le cinéma, c'était mes premiers rêves. Et alors ça se concrétise puisque ça tombe bien. Mercredi prochain, mercredi 12, sort ma première comédie pour le cinéma. Ça s'appelle Haut les mains. Ça sort mercredi. C'est réalisé par Julie Manoukian avec Vincent Elbaz et Émilie Kahn dans les rôles principaux. Et donc là, c'est première comédie pour le cinéma. Donc une autre façon de raconter des histoires. Parce que là, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Le cinéma, c'est un travail collectif. Vous écrivez un scénario et puis d'autres personnes vont se greffer à cette histoire. Une réalisatrice qui va retravailler, un producteur qui va y amener les contraintes économiques. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Le tournage. Et sur le tournage, il y a des scènes qu'on n'a pas pu tourner. Il y a des choses qu'on a dû modifier parce que les contraintes du décor n'étaient pas celles qu'on avait imaginées. Le montage. Au montage, vous apercevez qu'une séquence ne fonctionne pas, que le rythme n'est pas bon, vous coupez. Donc tout ça est assez fascinant. Et pour l'instant, je creuse ce créneau-là, puisqu'il y a deux autres tournages qui sont prévus, un en septembre et un en milieu d'année prochaine. Voilà. Donc pour l'instant, je vais plutôt m'amuser avec les scénarios de films et de bandes dessinées, avant peut-être de revenir au roman. En littérature, on est moins emmerdé. Oui, en littérature, on est totalement libre parce que
c'est un problème économique finalement. Un roman, ça coûte pas cher à publier. Un film, ça coûte très cher à produire. Il n'y a pas du tout les mêmes contraintes économiques. Donc, un éditeur ne prend pas les mêmes risques qu'un producteur de cinéma. Alors, on ne vous laisse pas libre quand vous écrivez un scénario et vous avez beaucoup, beaucoup de personnes qui donnent leur avis, qui interviennent, parce que tout le monde est préoccupé par les contraintes économiques de l'entreprise. Le roman, si vous avez la chance d'avoir une éditrice, comme c'est mon cas, qui vous est fidèle depuis le premier roman, avec qui vous vous entendez à merveille, avec qui vous êtes exactement dans la même longueur d'onde, les choses sont aisées. Alors que pour le cinéma, c'est remis en cause en permanence. Et j'ai donc deux dernières questions que je pose donc régulièrement à chaque invité. La première, c'est celle du livre un petit peu méconnu, livre ou auteur méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour. Alors, l'auteur que j'aime beaucoup, qui est un auteur contemporain, qui, me semble-t-il, est assez méconnu, c'est Didier Blonde. Didier Blonde, est-ce que vous le connaissez? Légèrement de nom en tout cas, mais je pense que c'est méconnu, clairement. On est dans Donc, la Didier case. Blonde est un écrivain qui est publié chez Gallimard, qui est une personne qui écrit depuis plus de 40 ans, qui a, je crois, 70 ans aujourd'hui, et qui fait des livres qui sont très, très éloignés de ce que j'écris. Alors là, ça n'a vraiment aucun rapport. Ce ne sont pas du tout des livres humoristiques, mais ce sont des livres qui me passionnent et que je vous invite à aller découvrir. Si vous appréciez Patrick Modiano, c'est peut-être l'auteur qui se rapproche le plus de l'univers de Didier Blonde, qui travaille sur la mémoire, les fantômes du passé, qui se plonge dans euh, ses souvenirs, qui mélange sa vie avec la fiction et qui nous-mêmes nous amène à nous plonger dans nos propres fantômes. Il est, je trouve, absolument fascinant. Et ce qui me plaît beaucoup, et pour moi, ce qu'il y a de plus, et ça c'est pour moi, parce que c'est des thèmes qui m'intéressent par rapport à Modiano, c'est que Modiano se plonge essentiellement dans sa vie et l'histoire récente de la France. Didier Blanc, il se plonge dans la fiction et il mélange la fiction avec la réalité. Je m'explique qu'il va, par exemple, s'intéresser dans un livre aux adresses parisiennes des personnages de romans. Il relève dans les romans français les adresses données par les auteurs comme lieu de vie des personnages. Par exemple, l'adresse de Arsène Lupin. Il s'est beaucoup intéressé à Arsène Lupin. Les différentes adresses d'Arsène Lupin, différentes caches d'Arsène Lupin. Et Didier Blonde se rend sur les lieux et va à la rencontre du fantôme d'Arsène Lupin dans ces lieux-là. Il relève les numéros de téléphone dans les romans de Georges Simenon, des personnages. Et il appelle ces numéros de téléphone 40 ans, 50 ans plus tard. Complètement absurde, complètement fou et en même temps fascinant. Comme s'il essayait d'entendre la voix du passé, la voix des fantômes, et comme si ces personnages de fiction existaient réellement. Donc, Didier Blonde, je vous le conseille vivement. Les fantômes du muet, par exemple, où il va sur les traces des acteurs et actrices du muet qui sont tombés dans l'oubli, complètement disparus. Il va sur les traces de Leila Mahi, qui était une écrivaine du début du XXe siècle, totalement oubliée, dont il trouve la photo au columbarium du Père Lachaise. Et cette photo lui suffit à se plonger dans une enquête, en fait, pour faire exister et faire revivre cette femme. Voilà l'auteur qui, depuis plusieurs années, me fascine et, euh, et m'entraîne très loin. Eh ben, c'est un super choix. Merci, Jean-Marcel. Il y avait une question d'André, une bonne question d'ailleurs. Quels auteurs vous font rire ou vous ont marqué dans le registre humoristique? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément en vogue de faire rire. Beaucoup d'auteurs se réfrènent finalement pour une mauvaise blague, pour quelque chose qui ne passerait pas envers une certaine communauté ou envers un certain public. C'est pas forcément aujourd'hui les auteurs les plus médiatisés non plus. On pense à Fabrice Caro peut-être, mais pour le reste, en matière, en fiction contemporaine, c'est quand même loin d'être le cas. Est-ce que, alors vous avez le droit de répondre votre frère, hein, bien entendu, Fabrice R.
talentueux lui aussi. Voilà, on est dans la bande dessinée, hein, mais si on parle du roman en lui-même, le roman humoristique n'a, ni aujourd'hui ni hier, n'a été quelque chose de développé. La comédie s'est beaucoup développée sur scène, la comédie s'est beaucoup développée au théâtre, très très peu dans le roman finalement, hein. Aujourd'hui comme hier, vous avez peu de personnes qui font rire. Vous en avez davantage dans la littérature anglo-saxonne. Moi, il y a deux personnes qui me font rire, deux personnes que je lis avec assiduité. C'est Tom Sharp. Tom Sharp, auteur anglais, qui est un auteur que je trouve absolument délicieux et très très drôle, parce il ne s'interdit rien et qui va très très loin dans le délire des situations. Il met toujours en scène une situation qui va pousser à l'extrême et on peut y retrouver finalement un schéma que j'ai pu reprendre dans ce roman-là, hein, d'une situation dans laquelle on ne s'interdit rien et on va pousser jusqu'au bout, quitte à aller dans quelque chose de complètement absurde. Donc Tom Sharp est un auteur anglais extraordinaire. Beaucoup plus ancien, vous avez Woodhouse, qui est aussi un auteur anglais, début XXe siècle. Je viens d'en terminer cet après-midi, et je me suis dit, mais c'est d'une modernité extraordinaire dans l'humour. Et Woodhouse, il parle au lecteur, hein, lui-même, il s'intéresse au lecteur, il fait des adresses au lecteur, et sans l'avoir lu auparavant, je me suis aperçu que finalement, je faisais des choses qu'il avait fait déjà il y a un siècle. Alors vous imaginez la nouveauté que j'ai pu amener, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Et lui aussi est vraiment à redécouvrir, hein. Il est assez exceptionnel, il y a il est édité chez 10-18 en poche. Mon seul regret, c'est que je ne maîtrise pas la langue anglaise suffisamment bien pour lire les romans dans la langue originale. Ça sera mon regret éternel, parce que je me dis que je passe à côté de beaucoup, beaucoup de subtilités, malheureusement. Mais déjà, en traduction française, ces deux auteurs me font beaucoup rire. Fabrice Caro, évidemment, est un auteur très intéressant pour l'humour. Mais ce qui me fascine, c'est qu'il soit perçu comme ça, parce qu'en bande dessinée, Fab Caro est exceptionnel et me fait rire de façon. Mais ces romans sont des romans très mélancoliques. Il y a toujours le bandeau désopilant, le bandeau cocasse, et je pense qu'il y a vis-à-vis de Fabrice Caro, je le connais bien, en plus Fabrice Caro, c'est un ami que je connais très bien, et à chaque fois on en parle, et lui-même il est très surpris de la réception de ces romans, qu'il ne voit pas du tout comme des romans humoristiques, parce que ce sont des romans qui mettent toujours des personnages qui sont en grande difficulté. Oui, il y a des éléments drôles, il y a des éléments qui sont cocasses à certains moments, mais c'est quand même quelque chose de très nostalgique, de très douloureux. Et il est assez étonné Tragicomique. de cette perception et de la façon dont Gallimard d'ailleurs vend son livre. À chaque fois, c'est le roman désopilant. Mais lui et comme moi, on ne trouve pas que ce soit désopilant. Et après, ce sont des romans extraordinaires. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il écrit. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est plutôt tragicomique. En tout cas, il y a toujours des personnages qui sont en effet qui sont parfois pathétiques, qui sont voilà plutôt Que dans ces bandes plus- dessinées, si vous lisez ces bandes dessinées, là, c'est très, très drôle. Là, on est vraiment dans un humour, il va à fond. bien Alors que sûr. dans les romans, c'est beaucoup plus sucré-salé. Ouais. André continue pour savoir pourquoi peu d'auteurs se risquent au genre humoristique selon vous. Alors là, c'est une question qu'il faudrait poser à ceux qui ne pratiquent pas l'humour. Je ne sais pas du tout. Et je pense que bou- l'humour, il est, je disais, réservé, je pense, à la scène, en fait. Les gens qui pratiquent l'humour sont essentiellement des gens qui le font sur scène. Par contre, des humoristes, vous en avez pléthore, il y en a énormément. Ou qui le font en vidéo. Vous avez maintenant sur les réseaux sociaux des humoristes à foison. Je pense que les personnes qui écrivent souvent pour des raisons qui sont beaucoup plus, surtout aujourd'hui, avec l'autofiction ou avec des romans qui explorent des périodes difficiles de notre histoire. Beaucoup de gens cherchent à travers l'écriture à résoudre des douleurs, à résoudre des énigmes qui sont très éloignées de l'humour finalement. Les sujets brassés par la littérature sont en général des sujets graves et par des auteurs
qui décide d'adopter un ton correspondant à ce type de sujet. Pourquoi il n'y a pas ce décalage que permet l'humour? Ça, je suis bien en peine de l'expliquer. Virginia a une idée. Elle dit que c'est difficile de faire de l'humour sans avoir le retour du rire en direct. Et c'est en effet peut-être aussi quelque chose d'intéressant. L'auteur n'a pas ça. Alors là, ce soir, oui, quand je lis certains passages, mais l'auteur n'a pas la récompense directe. Ouais. C'est vrai que sur scène, la récompense est immédiate et l'humoriste a tout de suite le retour. C'est vrai que moi, des gens qui m'écrivent et qui me disent j'ai beaucoup ri ou j'ai ri dans le métro, on m'a pris pour une folle dans le métro parce que je riais. Bah, je trouve ça formidable, mais c'est vrai que il n'y a pas forcément ce retour. Moi, j'écris aussi et d'abord pour me faire rire moi-même, c'est-à-dire je ris réellement face à ce que j'arrive à sortir tout à coup de ma tête et toujours, comme je vous dis, étonné par ce qu'il peut y avoir dans l'esprit de quelqu'un, en l'occurrence moi. Donc je suis mon premier spectateur, je me fais déjà rire moi-même, c'est déjà des bons moments passés en ma compagnie, c'est déjà pas mal. Voilà. Eh bien, on sent le petit sourire. Quand on vous lit, on sent l'auteur qui rit aussi. C'est ça qui est intéressant. Ma deuxième question, c'est celle de vous transposer dans un personnage de fiction, passé, contemporain, peu importe. Ça peut être d'ailleurs un personnage de cinéma, pas forcément littéraire. Qui avez-vous choisi et est-ce que vous changeriez sa destinée? Alors, quand vous m'avez posé cette question, j'ai passé en revue pas mal de choses. Je me suis aperçu que le personnage dont j'aimerais vivre la vie, et il est lié à une invention. C'est le personnage du roman d'H.G. Wells, La machine à explorer le temps, ou le personnage du voyageur imprudent de René Barjavel, c'est-à-dire un personnage qui a la capacité de voyager dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui m'attirerait énormément. Pas voyager dans le futur, ça ne m'intéresse pas du tout, surtout que je suis pas sûr qu'on en sortirait vivant d'aller explorer le futur lointain. En revanche, explorer le passé, ça c'est quelque chose qui me fascine parce que la machine à explorer le temps, on l'a à travers les livres qui nous plongent dans le passé, avec des auteurs parfois qui ont fait des recherches très historiques, très, on plonge avec talent dans le passé. On l'a avec le cinéma qui peut nous donner à voir même des reconstitutions, vous pouvez voyager à la cour du roi Louis XIV, voyager à l'époque de Cro-Magnon, etc. Mais on le sait, ces machines à explorer le temps sont complètement fausses, ce sont des gros mensonges. Quand vous voyez la cour de Louis XIV au cinéma, euh, évidemment, c'est la cour de Louis XIV revisitée par le XXe siècle. Et vous n'avez pas accès à la réalité de ce qu'était la cour de cette époque. Vous n'avez pas accès à la réalité de la langue qui était employée. Vous n'avez pas accès, et je pense que c'est ce qui nous frapperait le plus, aux odeurs que l'époque charriait. Hein, au XVIIe siècle, on n'avait pas l'hygiène d'aujourd'hui et les odeurs dans Paris, par exemple, n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Quoique dans certaines rues parisiennes, on retrouve les odeurs du XVIIe siècle, mais malgré tout, il y a quand même un écart. Donc, voyager dans le temps, voilà quelque chose qui me fascinerait et que Et qu'on va vous proposer de réaliser tout de suite, Jean-Marcel. Voilà. Puisque là, on voyage dans le temps avec vous puisque vous êtes toujours figé. Voilà, c'est parfait. vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit en fait. Si, c'est bon. À la Le fin. son est passé, le son est passé, c'est Eh bien, l'essentiel. il est temps de nous quitter. Mais avant ça, vous avez un deuxième extrait à nous proposer, Jean-Marcel. On finira par cet extrait. C'est à vous. Alors, on va lire le début du chapitre 1, l'arrivée du personnage principal. D'abord, rien, un peu comme avant le Big Bang, mais dans un salon. Soudain, une main apparaît entre les coussins d'un des canapés, à la façon de la main des morts-vivants se relevant de leur tombe dans les films de zombies, mais sans les lambeaux de chair qui pendent, sans les doigts putréfiés à moitié disloqués, sans le cliquetis des os rongés par les insectes nécrophages, bref, sans rien de dégueulasse.
Juste une main normale, avec 5 doigts, qui tiennent le cou et une peau joliment bronzée sous le soleil de l'arrière-pays niçois pendant le mois d'août. Une main de Godard mâle. Le téléphone sonne, la main cherche, les probabilités font le reste. La main finit par attraper le combiné d'un téléphone fixe, puis disparaît sous l'amas de coussins et de vêtements. Une voix de Godard mâle retentit, une voix caverneuse, au timbre maturé par un assemblage Aperol Spritz, cannabis récréatif et débat politique entre amis. Le silence revient, le temps passe. Un petit peu car il ne tient pas en place. L'espace lui reste immobile, bien équilibré par ses 3 dimensions. Il attend, comme nous, il attend que retentisse à nouveau le téléphone et la voix de Godard Mall, sans se retarder. D'ailleurs, c'est maintenant, onomatopée de ring, puis interjection, allô. C'est à cet instant que choisit le personnage principal de notre histoire pour entrer en scène physiquement, en s'extirpant de son canapé, à la façon d'un bébé arrivant par le siège. Apparaît d'abord un postérieur recouvert d'un jean à la mode. Ça pousse, ça presse, ça contracte. 2 coussins s'écartent peu à peu pour laisser passer la chose. Le sofa se dilate, l'expulsion est proche, mais quelque chose coince. Pas de forceps, pas de césarienne. Un protagoniste, ça doit suivre les voies naturelles. Alors ça résiste, ça renacle, ça bouchonne, ça soubresaute, et finalement, ça dégorge. C'est la naissance de notre héros, Jean-Luc Godard, avec un T, JL pour les intimes. Il est tout rouge et tout fripé, ses poumons s'ouvrent, il crie allô, il commence sa vie de personnage principal, c'est notre nouveau-né romanesque. Bienvenue à lui. Et oui, vous faites les naissances de personnages aussi. Ça Voilà. aussi, c'est intéressant. Il est temps de vous remercier, Jean-Marcel. C'est à chaque fois un pur bonheur de vous avoir ici et aussi, surtout, de vous lire. Je le remonte, La loi de la tartine beurrée. Il est sorti il y a quelques jours et il est encore plus désopilant. Là, pour le coup, on peut le dire quand même, même s'il y a autre chose, il y a bien plus que ça, il y a bien plus que des rires. Vous allez aussi vous questionner sur votre couple, potentiellement peut-être divorcer. Ça vous regarde. Mais dans tous les cas, vous allez apprendre certaines choses, vous allez côtoyer ces personnages-là et je suis persuadé que vous allez être séduit parce que, une fois de plus, on n'est jamais déçu avec vous. Merci Jean-Marcel R. Merci beaucoup, merci à vous. Et mercredi au cinéma, je fais ma pub haut les mains de Exactement. Manoukian. On y sera, on y sera. Merci beaucoup, Merci merci à Jean-Marcel. tous. Au revoir Au revoir, à tous. merci.